Bonjour à tous. Merci Vincent, merci Sandrine et toute l'équipe du Chaudron de m'inviter, de me permettre de parler de ça. Alors, effectivement, de l'arbre à l'objet terminé un atelier, c'est le sujet de mon dernier livre, mais là, c'est pas exactement ce que je vais vous poser, ce que je vais vous proposer comme présentation. Cette présentation que je l'avais faite pour, pareil, un peu comme ici, on m'avait demandé de parler du métier de bûcheron, mais à la suite d'orateurs plus ou moins reconnus, et du coup, moi, avec des fonds de ma forêt, je me voyais pas trop exposer mes savoirs ou comment on coupe un arbre, tout ça. Je suis pas prof, donc ce que j'ai fait, c'est que comme j'écris des carnets, c'est des sortes de carnets de bord de forestiers, disons. J'ai pris toutes les questions que j'avais dans ces carnets et je les ai mis avec des dessins et des trucs dans cette conférence. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de questions. Des fois, il y a des réponses, des fois, il n'y en a pas. Et voilà, on discutera ensuite, après, savoir ce qu'on peut tirer de tout ça. Alors voilà. Alors, pour me présenter rapidement, donc, comme il a dit, je suis dans le Tarn. Voilà. J'ai grandi mon père était agriculteur, j'ai grandi en travaillant en même temps sur la ferme et un peu dans les bois parce qu'il s'occupait des forêts. J'ai passé un bac S, je suis allé à Clermont-Ferrand passer un master en architecture. Et après ce master, j'ai décidé de ne pas être architecte et d'aller travailler en forêt, donc dans les forêts d'abord de familiales, puis ensuite chez d'autres particuliers. Donc je me suis installé comme entrepreneur de travaux forestiers et depuis... Donc ça c'était en 2011 que j'ai changé de voie, que je suis sorti de mes études et que j'ai changé de voie. Et donc depuis 2011 j'ai écrit 3 livres. Donc le premier qui parle de la forêt, enfin qui est plus le travail en forêt, le second qui essaie de comprendre comment ça marche en Syrie, et le dernier qui rassemble un peu tous ces savoirs, qui donc part d'un arbre que j'ai coupé en forêt et qui va jusqu'à la construction d'un fauteuil. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être une suite de questions, tout ce que je vais vous présenter, avec des explications. Des fois vous allez comprendre ce que je pense derrière tout ça, mais voilà. Donc première question, est-ce que c'est grave de couper un arbre? Donc c'est pas la plus simple des questions, mais je pense que c'est la première que je me suis posée quand j'ai commencé à travailler en forêt. Donc effectivement c'est la plus complexe, je crois pas avoir des réponses aujourd'hui. Alors je vais vous montrer des arbres que j'ai coupés par exemple. Enfin celui-là c'est un arbre que je n'ai pas coupé justement. Donc c'est un châtaignier qui est bien beau, qui est droit. Alors on ne le voit pas trop bien à l'image, c'est un peu dommage. Et donc c'est un fût, je ne connais pas beaucoup des arbres comme ça. Et donc ce châtaignier, je sais que je ne vais pas le couper, ou alors je ne vais pas le couper tout de suite, parce qu'il est beau, et j'attends aussi d'avoir un projet qui soit... si je le coupe, il faut vraiment qu'il y ait l'utilisation derrière qui vaille le coup, quoi. Donc j'attends un peu cette utilisation-là, ou simplement, s'il y en avait une dizaine comme lui dans la forêt, j'aurais plus de facilité à le couper, par exemple. Donc je vais montrer un arbre que je n'ai pas coupé, je vous montre maintenant un arbre que j'ai coupé. Et j'ai choisi de montrer le pire. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée pour la reconnaissance en tant que bûcheron, mais donc c'est un arbre que j'ai échappé, il n'est pas tombé là où je voulais. Et on peut voir il a déraciné. Est-ce que ça suit? Il est allé déraciner un autre arbre, s'appuyer sur un autre arbre pour le déraciner. Donc c'est vraiment un abattage que j'ai loupé. Et donc c'est cet arbre-là que j'ai décidé, qui a été le point de départ pour ce projet de livre. Donc je me suis dit merde, cet arbre je l'ai vraiment loupé, il faut que j'en fasse quelque chose, quoi. Et on a choisi d'en faire un fauteuil. Donc ça c'est un arbre que j'ai coupé, le pire, et en guise d'intermédiaire je vous montre un groupe de 4 arbres. Donc j'en ai coupé un. Alors si vous voyez bien l'emprise de celui-ci, celui qui va en bénéficier, donc il va bénéficier de la lumière que va créer le trou de cet arbre que j'ai coupé, qui lui produira du bois jusqu'à au moins dans 200 ans. Il y en a un qu'on coupera peut-être d'ici 30 ans, qu'on couperait d'ici 30 ans parce que le vent l'a fait tomber depuis et il s'est fait scier par un scieur dans les Pyrénées-Orientales. Et juste derrière, il y a un arbre que je sais qu'on ne coupera pas parce qu'on le garde pour la biodiversité. Voilà. Alors, seconde question, c'est pourquoi c'est jouissif? Parce que moi
au début, je me suis posé la question, et maintenant, j'ai pas de difficulté à le reconnaître. Mais là, c'est vraiment un état de bonheur, hein. Il n'y a pas du tout de blessure, tout va bien. Oui, je le reconnais sans mal. En fait, ça me plaît, moi, de couper des arbres. Ça me procure du plaisir. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi. Et voilà, c'est vrai que si ça me faisait pas de... Si ça me plaisait pas, je le ferais pas, je ferais pas ce métier, quoi. Alors, première théorie, première piste de réponse, est-ce que c'est jouissif parce que c'est grave? Donc ça renvoie à la question d'avant, vous allez comprendre, le mec qui aime bien se poser des questions. Et oui, voilà, couper un arbre, moi j'ai conscience que c'est un acte qui est important, qui implique de lourdes responsabilités. J'ai pas de mal à assumer que c'est un acte de mort, quoi, c'est un être vivant qu'on met à terre. Alors, dans une société idéale où on aurait conscience de ce genre de questions, quoi, de sensibilité aux arbres, moi j'aurais pas de problème à assumer le poids de la responsabilité de couper des arbres, quoi. C'est quelque chose qui me plaît, je me pose des questions et je veux bien assumer cette responsabilité-là. Bon, on n'est pas exactement dans cette société-là, donc mais bon, je le fais quand même. Est-ce que c'est jouissif parce que c'est comme un jeu? Donc, quand on coupe un arbre, en général, on regarde les pieds, on regarde les branches et on essaie de le faire tomber à un endroit précis pour que tout se passe bien, pour que ce soit facile après, pour pas casser l'arbre exactement, et pour pas que ça casse d'arbre et tout ça. Et en fait, du coup, chaque arbre, à chaque fois, c'est un mini challenge, pour savoir est-ce que l'arbre, je vais arriver à le faire tomber exactement là où je veux. Alors en plus, il y a un peu de danger, c'est un métier dangereux, donc il y a vraiment une espèce d'adrénaline qui a vraiment cet effet addictif. En tout cas, moi je le sens comme ça, quoi. Alors est-ce que c'est jouissif? Est-ce que le fait d'abattre un arbre est jouissif parce que ça génère une utilité? Donc ça, c'est un extrait du second livre où j'ai dessiné un arbre et j'ai essayé de répartir, où le sieur a tenté de répartir dans un arbre fictif toutes les pièces qu'on pouvait faire et comment on répartirait par exemple toutes les pièces d'une charpente, dans quelle position de l'arbre selon la conicité, les branchaisons, etc. Et donc voilà. Et donc ça, c'est intéressant de se dire que si je coupe un arbre, derrière moi il y a d'autres gens avec d'autres savoir-faire qui vont travailler dans la continuité de mes gestes. Et ce sieur a d'ailleurs une phrase qui est assez juste, il dit que si toutes les étapes sont bien respectées, l'arbre, une fois mis en place, vivra plus longtemps que le temps qu'il a mis à pousser. Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Donc, est-ce que c'est jouissif parce que ça serait bon de défoncer la nature? Et là, je vais renvoyer à l'abstract du cycle de conférence qui dit que il y a quelque chose qui se serait construit au moment de l'époque romaine où la culture, le monde de la culture se serait construit en opposition au monde de la nature, avec un truc un peu bizarre où faut détruire pour exister. Et c'est vrai que dans le fait d'utiliser une tronçonneuse, qui en est un outil bruyant et qui fait du dégât, il y a ce sentiment de puissance, enfin en tout cas moi que je ressens et qui génère aussi un certain plaisir. Alors, de manière plus générale, on peut se poser la question de quelle communion avec la nature. Et moi, dans ma pratique, j'observe énormément les arbres. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc, j'observe énormément les arbres. Et quand je choisis de couper un arbre, souvent, ça me fait poser tellement de questions que je me dis, mais en fait, c'est là que je suis le plus proche des forêts que... Enfin, c'est en coupant des arbres que finalement je suis le plus proche de la forêt, quoi, parce que ça m'oblige à comprendre la chose et à faire corps avec cet élément-là. Alors, le truc, c'est ce que j'appelle un peu le paradoxe du bûcheron. Je suis passionné par la forêt, j'adore ça, j'adore les arbres, mais quand je suis sur place, la plupart du temps, c'est parce que c'est pour couper du bois. J'ai une visière, un casque, des protections, une armée de machines pour déplacer le bois, on verra ça plus tard. Et donc voilà, c'est un peu le paradoxe du métier de bûcheron. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est vraiment une passion. Mais sur le moment, il y a quand même des ok, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et voilà, parce que ce que je veux dire, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est qu'à l'échelle de l'individu,
on ne va pas rentrer dans les détails biologiques, mais moi je considère ça que je veux bien assumer ça, quoi. Quand on coupe un arbre, on le tue, quoi. À la fin, il n'y en a plus. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de regarder à l'échelle de la forêt, quoi. Et surtout dans les pratiques dans la manière dont je coupe les arbres, j'aime bien me poser cette question-là, c'est ok, je coupe un arbre, mais la forêt, elle meurt pas, quoi. Elle est toujours en place. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc là, je pose la question, est-ce qu'il vaut mieux, est-ce qu'il faut considérer la forêt comme un champ de bois, comme un lieu de production, comme un espace nécessaire ou un espace sacrifié? Donc ça, c'est une des forêts dans laquelle je travaille, quoi, qui appartient à la famille, où c'est des épicéas plantés qui ont 60 ans et qui sont tous rangés. Le fait de travailler dans ces forêts-là m'a fait comprendre à quel point, en fait, c'est confortable, c'est facile et c'est rentable, quoi. D'être dans des forêts qui ont été prévues pour ça, pour faire de la production de bois. Pour le bûcheron, c'est d'un grand confort, quoi. Et je pense, bon, moi, j'ai pas trop ce besoin-là, mais c'est aussi d'un grand confort intellectuel, quoi. On sait qu'à ce moment-là, dans cette forêt-là, c'est fait pour produire du bois. Je ne m'emmerde pas avec les questions d'écologie ou de rapport à la nature. Ici, on produit du bois, point. En face de ça, en opposition complète, voilà, on se pose la question, est-ce que la forêt c'est vraiment un truc, une force sauvage? Alors, c'est le travail des scientifiques, quoi, d'essayer de comprendre, de percer les secrets de ce que j'appelle cet imbroglio d'êtres vivants, parce qu'il y a des animal, végétal, etc. Et souvent ils ont du mal, parce qu'en fait il faut arriver à isoler un facteur, un événement d'un ensemble d'événements pour pouvoir l'étudier. Sauf que la forêt est quelque chose d'éminemment collectif avec des rapports complexes entre compétition, solidarité, tout ça. Bon, comme je l'ai dit, c'est pas mon métier. Et comme moi je suis un praticien, je pars du postulat qu'en fait la forêt c'est quelque chose de trop complexe pour que je puisse le comprendre, ou que je puisse percer les secrets. Et par contre, il y a une force. Et il faut que j'arrive à comprendre cette force-là pour travailler en écho avec elle, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait de couper, enfin de comprendre pour pouvoir couper justement. Et entre les deux, donc à chaque fois j'aime bien faire le pour, le contre, et puis un peu l'entre-deux que je vise. Alors, justement, j'aime pas trop la vision anglo-saxonne qui cherche à dire qu'il y a des espaces sauvages qui sont sous cloche. Quand on parle des grands parcs de Yosemite notamment, il y a des arbres qui sont magnifiques. Il y a d'autres endroits qui sont consacrés à la production et qui sont vraiment brutaux, quoi, dans les sacrifices qui sont faits vis-à-vis de l'écologie. Et moi, j'aime bien travailler sur cet entre-deux où on se dit... on peut trouver un intermédiaire. Je vais citer Ernst Zürcher qui avait identifié que si les humains sont un peu les champions du règne animal, donc il y a le règne animal et il y a les humains qui sont un peu surpuissants dans ce règne-là, en face de ça, dans le règne végétal, il y a les arbres qui sont le champion de ce règne-là. Et il dit c'est primordial que ces deux champions-là se communiquent, quoi, et fassent quelque chose ensemble. Donc ici, on est sur la transformation d'un taillis. Alors un taillis, c'est une forêt feuillue qu'on a rasée et qui est repartie. Donc vous voyez, est-ce que ça suit? Quand on a coupé une souche, il y a plusieurs tiges qui repartent de cette souche et qui du coup constituent une forêt, mais qui paraît naturelle, mais qui est souvent issue de la main de l'homme, quoi. Parce que là, en l'occurrence, c'est un taillis, donc il y a une monoculture, c'est une monoculture de chênes pubescents et qui ont tous le même âge, puisqu'ils ont tous été rasés en même temps. Et donc l'idée qu'on a fait, donc j'ai travaillé avec Nicolas Luigi, qui est de l'association ProSilva, c'est de faire évoluer cette forêt-là vers quelque chose, donc par des coupes progressives. C'est quelque chose qui se ferait naturellement, mais nous on force un peu la marche parce qu'on a des besoins de bois et parce qu'on a envie que ça aille un peu plus vite. On a essayé de faire bouger ce taillis-là vers une forêt qui est de ce type-là, donc il y a différents étages de végétation, donc des petits, des gros, et un mélange d'essence. Et donc cette forêt-là,
c'est ce qu'ils appellent une forêt irrégulière. C'est quelque chose qui travaille sur lui-même. Donc c'est les coupes qui maintiennent cette forêt dans cet état qui est sans arrêt en train de produire du bois, en train de se régénérer et en train d'être source de biodiversité. Et ce que j'aime bien, c'est, je vais citer Nicolas Luigi qui avait dit ça, quand on arrive sur une forêt, il disait, ça sert à rien de projeter à long terme, je vais faire telle coupe qui va prélever tant, tous les 3 ans et tout ça, etc. Il disait, d'abord ce qu'il faut commencer à faire, c'est faire une première coupe, voir comment la forêt réagit, puis ensuite on ajoute les coupes d'après. Et moi j'aime beaucoup cette phrase, et que je comprends parfaitement quand je fais des coupes. Et ce qu'il dit, et j'aime bien cette phrase-là parce que je trouve qu'elle illustre bien ce niveau d'échange qu'on peut avoir avec la forêt. Alors je bascule sur d'autres questions qui sont sur le travail en lui-même. Bon, c'est bien que ce soit flou, peut-être un peu gore. Un travail qui détruit mon corps. Donc j'imagine que vous l'imaginez bien que c'est un travail le travail en forêt, un travail qui est difficile, qui est physique, qui est dangereux. Moi, je sais que j'en demande beaucoup à mon corps. Alors, c'est pas un problème parce que, enfin, c'est pas un problème dans le sens où c'est quelque chose que j'ai choisi. Moi, je vis ça comme un sport ou comme une dépense physique. Ça me va. Mais je sais pas exactement combien je le paye cet effort que je fais en forêt là. Je sais pas au bout de combien de temps je serai fatigué, la fatigue profonde qui fait que t'as plus envie d'y aller le matin. Je sais pas quelle est l'usure que je crée sur mon corps, et je sais pas, et il y a l'inconnu qui est toujours là, qui est de savoir quel est l'accident qui me fera arrêter le boulot, quoi. Donc c'est des questions qui sont importantes, en tout cas pour moi. Et bon, là c'est juste un coup de tronçonneuse qui était pas méchant. Et mais voilà, des accidents, il y en a vraiment beaucoup, et il y en a beaucoup qui sont mortels. En même temps, donc c'est un travail qui abîme mon corps, je le sais, mais c'est un travail qui me fait vivre mon corps. Alors, ce qui se passe, c'est que le travail de bûcheronnage est un travail qui est saisonnier, en tout cas, on coupe les arbres surtout quand la sève est descendante, c'est-à-dire pendant l'hiver, quand la sève descend dans les racines, le bois est plus sain, donc moi je travaille surtout l'hiver, et l'été je vais faire des conférences, j'écris mes bouquins, tout ça. Et je peux bien constater à quel point l'activité forestière, ce que l'activité forestière fait sur mon corps, quoi. La fatigue, la dynamique, et notamment que l'hiver, moi je suis plein d'énergie, je suis enfin, je me sens vraiment en forme, quoi, en force, alors que pendant l'été, où je suis plus dans le repos, dans la contemplation de la forêt, en même temps je me sens assez fragile, quoi, surtout par rapport au métier, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible de couper des bois, de faire ces journées-là, et donc je sens bien à quel point enfin, moi j'ai besoin du bois, quoi. Ça me manque, au mois de juillet, j'en peux plus, quoi. Et donc, ce qui est chouette aussi d'avoir cette saisonnalité-là, c'est que chaque saison, là en septembre, quand je recommence mes coupes, il y a des nouvelles choses qui sont passées sur mon corps qui font que chaque année c'est un peu plus facile. Comme voilà, vraiment la vraie image du métier qui rentre, quoi. Je sens que je force moins, j'ai un rythme qui est plus régulier et qui dure plus longtemps, et du coup qui procure vraiment un plaisir. Alors j'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec des sportifs un peu soutenus, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être commun, qui est que quand on force comme ça régulièrement, il y a cette sensation d'être vivant, quoi, qui est vraiment chouette. Alors, je bascule sur des questions maintenant qui sont un peu... Ça, c'est la série des questions pour titiller la petite bête. Alors, est-ce que planter un arbre, c'est bien? Je sais pas quelles images vous avez en tête. Mais du coup, en attendant, je vais vous montrer une série d'arbres que j'ai plantés. Donc là, c'est le plus grand que j'ai planté. Donc il doit avoir 5-6 ans. C'est un Douglas. Les Douglas poussent très vite, donc c'est forcément eux les plus grands. Là, je vous montre des arbres que je considère comme plus beaux. Donc à gauche, c'est un aulne. À droite, c'est un bouleau. Donc forcément, les feuilles ont toujours un peu plus de charme. Mais bon, l'esthétique, je sais pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et là, je vous montre le plus connu.
Donc l'idée c'était de planter ce petit être vivant végétal là pour ce petit être vivant animal là. Et donc voilà, donc c'est un arbre qu'on a planté, qui est chargé de symboles et qui bon, je ne vais pas montrer les photos de famille non plus. Alors dans la série des forestiers feignants, dont je fais partie, il y a celui qui dit qu'en forêt, le premier euro qu'on gagne, c'est celui qu'on ne dépense pas. La forêt, chaque année, produit des millions de graines. Pourquoi on n'en profiterait pas pour ne pas avoir à soulever une pieuvre, par exemple. Donc ici, c'est donc ce qu'on appelle une régénération naturelle, en opposition à une régénération artificielle. Donc, vous voyez ici des épicéas, ça c'est un chêne, ça c'est un mélèze, il y a un hêtre qui montre le bout de son nez. Et donc tous ces arbres-là, sauf le mélèze c'est moi qui l'ai planté. Tous ces arbres-là, ils sont venus naturellement tout seuls. Donc c'est assez chouette. Et je vais vous montrer une série d'arbres que je n'ai pas plantés cette fois-ci. Donc ça c'est un tilleul. Il est venu, donc on voit pas bien l'arrière-fond, mais on est dans cette monoculture d'épicéas dont je vous ai déjà parlé. Et il y a un tilleul qui est venu tout seul au milieu de tout ça. Et vraiment le jour où je l'ai trouvé, ça m'a fait... Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il y ait un tilleul là? Et c'était vraiment une bonne nouvelle. Alors là, ici, on a un érable. On reconnaît l'érable parce qu'il a, il a le bourgeon qui est vert et un hêtre. Et à ce moment-là, au moment de la photo, ces deux arbres avaient exactement la même taille. Alors je me suis dit, bah, c'est marrant, je vais prendre une photo, je vais mémoriser ces deux arbres-là, je vais m'en rappeler pour voir lequel des deux va le plus vite. En tout cas, dans cette condition de... on parle de semi-lumière. Parce qu'il y a un couvert, il y a de la lumière suffisamment pour qu'il y ait de la régénération, mais il n'y en a pas complètement, enfin voilà, suffisamment pour que les arbres se développent, mais pas complètement, quoi. On n'est pas à 100% de lumière, on reste à l'ombre. Donc voilà, donc pour conclure sur cette histoire de planter des arbres ou pas planter des arbres, bon, effectivement c'est un débat qui peut aller assez loin dans la politique, je vais pas aller sur ce terrain-là, mais en tout cas vous l'avez compris, quoi. C'est pas forcément sur les arbres que j'ai plantés que j'ai le plus d'affinité, parce que souvent je les vois comme des individus qui sont parachutés un peu hors sol et tout ça, et je m'attache beaucoup plus facilement à des arbres qui sont venus tout seuls et qui sont souvent associés à une bonne surprise. Que je fais, ah, super, il y a un arbre à cet endroit-là, comme la première, la tâche de régénération de diapo plus haut. Quand on constate l'arrivée de régénération qui est massive comme ça, il y a vraiment cette impression de force de la forêt qui arrive et qui vient soutenir le travail mon travail, quoi. Un peu même comme une gratification, quoi. C'est un cadeau. Ok, je suis une forêt, je fais de l'anthropomorphisme, mais c'est parce que c'est plus simple. Ok, je suis une forêt, ça va bien dans mon histoire, je produis des graines et je me régénère, quoi. Un peu cette idée-là. Donc ça, c'est une sorte de compliment, quoi, pour le bûcheron. Des questions plus légères. Parce que vous avez compris, j'aime bien me torturer l'esprit. Après, je force le trait, hein, pour la conférence, parce que sinon, il faut bien trouver des choses à dire. Mais bon, j'aime bien poser des questions. Après, il ne faut pas oublier, en tout cas dans mon cas, quand je vais en forêt, c'est vraiment un travail qui me procure, que je considère comme un travail qui est simple, qui procure qui m'apaise énormément, quoi. Et donc oui, quand je vais dans les bois, je ne me pose pas toujours 1000 questions. Mais c'est juste que ça travaille toujours un peu, quoi. Donc des questions plus légères. Alors est-ce que c'est beau un tas de bois? Pareil, c'est pas dans une école d'archi d'intérieur, je vais rentrer dans les détails de l'esthétique, mais là on est sur des tas de bois qui sont destinés à du bois, disons industriel, quoi, qui va partir d'un des scieries industriels. Et donc il n'y a pas les individus là sont noyés dans la masse. La qualité des bois importe peu, ce qui compte c'est le volume, la quantité. En opposition, je vous montre un tas de châtaigniers, donc c'est même pas un tas. En fait, du coup, il y a plusieurs arbres et je les ai disposés alignés pour que le scieur, quand il va venir, puisse facilement choisir où est-ce qu'il va mettre. Par exemple, il va se dire, bah, je vais mettre la poutre ici, là je vais mettre mon poinçon, ici c'est droit, donc je vais mettre un arbre à l'étrier, ici il y a un nœud, donc je vais plutôt faire une panne, etc. Donc il a besoin de voir les arbres. Et donc là, on a clairement chaque individu qui est visible, qui n'a pas du tout le même statut que quand ils sont noyés dans un gros tas.
Voilà, alors là, quand je dis est-ce que c'est beau un tas de bois, là vous n'avez pas le droit à la critique, c'est moi qui ai fait le tas, je me suis appliqué, on ne touche pas à mon tas de bois. La question, c'est vrai que je m'applique, et qu'il y a ça existe quoi, des livres qui regorgent de mecs qui empilent des tas de bois sur telle manière, tout ça c'est une discipline quoi. Donc pareil, des questions un peu plus légères, j'arrive sur la fin. En forêt, aujourd'hui, il y a énormément de machines pour transporter le bois, pour travailler le bois. Là, ici, donc là, je ne vais pas vous montrer les plus grosses. Hein. Donc là, c'est un petit tracteur pour sortir le bois de la forêt. Ensuite, je vous montre... donc ça, c'est voilà, une grue, c'est pour déplacer les grues. Donc c'est pareil, des machines, des vérins, beaucoup de ferraille. Encore une fois, la tronçonneuse, c'est une machine, c'est de l'acier, quoi. Et alors ce dessin, je l'aime bien parce que c'est un des premiers que j'ai fait quand j'ai commencé à dessiner en forêt. Donc vous comprenez bien, c'est une partie de la chaîne de tronçonneuse, avec la chaîne qui circule comme ça. Et moi je l'aimais bien parce que ça représentait bien un peu cette mécanique-là que moi je trouvais belle, alors qu'a priori tu dis une chaîne de tronçonneuse, c'est quand même pas exceptionnel. Donc je trouvais ça chouette. Bon après c'est pas une super idée parce qu'encore une fois là, on voit que la chaîne n'est pas tendue, normalement ça doit plaquer. J'aime bien montrer pour un bûcheron, comme un bûcheron, en place. Alors ça c'est la dernière question, c'est pas la plus simple. C'est comment on fait pour choisir un arbre. En général je peux pas trop le faire, j'aime pas trop me risquer à le faire hors sol. Faudrait aller voir ça. Faudrait aller voir ça en forêt. Il n'y a pas de règle générale. Par contre, j'ai deux garde-fous. Je me dis que quand je vais en forêt, je ne vais jamais rien faire qui soit systématique. C'est-à-dire que à un moment donné, j'arrive dans ma parcelle et en me disant je vais enlever tous les gros, ou alors je vais enlever tous les chênes, ou alors je vais enlever tous les malades, mettons. Et la seconde règle, c'est jamais prélever plus de 25%. 25% pour des résineux, 20% pour des feuillus, 25% du volume. Bon, ça, c'est des choses, effectivement, sans le voir et c'est un peu difficile à expliquer, mais en gros, c'est deux règles qui me servent de garde-fou qui font que quand j'ai fini mon passage, il reste la forêt est toujours en place, avec sa diversité et avec suffisamment, disons, de masse d'individus pour cicatriser, disons, le fait de mon intervention. Alors, dans le train, ça, normalement, c'était la dernière question, mais dans le train, je me suis dit qu'il faut que je rajoute une question qui est forcément la question de combien de temps on va encore vivre les arbres que j'ai sous les yeux. Là, j'ai encore moins de réponses, mais c'est quand même des questions que le changement climatique me fait poser. Donc voilà, je termine sur ces deux images. Donc c'est la même parcelle, on reconnaît bien les arbres, on reconnaît l'arbre du milieu. Et dans cette parcelle-là, j'ai coupé, c'est le jeu des 27 erreurs, j'ai coupé 27 arbres. Je sais que je les ai comptés. Alors, en général, c'est pas facile de le trouver. Là, il y a le petit être qui est parti. Je sais qu'il y en a un qu'on voit facilement. Vous voyez, je le retrouve même pas. En gros, donc, bon bref, moi ça me fait plaisir de me dire qu'après mon passage, la forêt elle est toujours là, elle est toujours en place, que mes clients auront du bois pour se chauffer l'hiver et voilà, que surtout la forêt elle est toujours en place et qu'elle vit bien. Alors, donc voilà, donc c'est vrai que ça fait une liste de questions, il faudra pas, si vous arrivez à en rajouter, bravo. Sinon on peut essayer d'en discuter, souvent sur des points ça ira mieux. Du coup, ce qu'on peut faire, donc on va répondre à des questions, après on prendra, donc il y a des bouquins, les bouquins sont à la vente, si vous voulez que je vous les dédicace, c'est possible. Voilà. Encore merci au Chaudron de m'avoir invité.